Bonjour, ravi de vous retrouver à Passage à Vide, comme tous les troisièmes dimanches du mois, sur Radio Libertaire 89.4. Si besoin, vous pourrez nous joindre pendant l'émission au 01 43 71 89 40. Au micro, Catherine, Erwan à la réalisation technique. Aujourd'hui, nous allons parler d'enchantement, de bonheur, de corps, bref, de tout qu'est-ce qui fait qu'on est bien content d'être là. Nous allons en parler avec l'écrivain Émeric Patricot et ses Vies enchantées, son dernier livre paru aux éditions Plein Jour en janvier de cette année. Émeric Patricot, bonjour. Bonjour. Votre dernier livre, Les Vies enchantées, donc, est composé de 30 textes environ, où chaque fois, mis à part quelques pages sur des écrivains, un anonyme raconte sa manière de goûter la vie. Je vous propose que d'abord, avant d'en parler, on donne tout de suite aux auditeurs à entendre quelques passages de ces voix pour entendre un peu leur ton et puis leur saveur particulière. C'est vous qui commencez ? Bien écoutez, avec plaisir. Avant peut-être de commencer à lire, je vais peut-être préciser un peu le ton du livre. C'est des personnages assez heureux, mais qui ont une manière souvent très originale d'être heureux. C'est pas la conception fade, un peu commune qu'on a du bonheur, qui serait simplement d'être tranquille. C'est des gens qui entretiennent parfois une sorte de folie douce. C'est des gens profondément originaux. Voilà. Alors par exemple, celui qu'on va lire, alors c'est lui qui parle, c'est celui que j'ai appelé le cynique. Alors certains vont me dire qu'un cynique n'est pas heureux, mais justement c'est ce qu'il y a d'original chez ce personnage, c'est qu'il est cynique mais il jouit de son cynisme et il a une manière de parler très énergique et qui est presque drôle. Voilà. Il n'est pas que cynique, si je peux me permettre. Moi je le trouve très caustique et parfois il est tout à fait dans le juste. Ah oui, c'est un peu le cynique au sens philosophique. Exactement, il est plus caustique. Parce que des cyniques aujourd'hui il y en a des vraiment affreux, mais lui c'est... Exactement, c'est un cynique énergique ou presque joyeux, oui. En tout cas, il assume le côté noir de la vie et ça le fait rire de voir tous les aspects les plus noirs de la vie. Et puis peut-être de sentir qu'il a une certaine maîtrise de ça, par son attitude distanciée. Exactement. Enfin, allons-y, écoutons. Alors, je précise que la personne qui parle, c'est quelqu'un que j'ai rencontré dans le milieu de l'éducation nationale, donc c'est un prof, et il a un regard très dur parfois sur les profs. Mais c'est lui qui parle, ce n'est pas moi, je précise. Le cynique. Alors c'est un portrait qui fait 5-6 pages, là on va lire la première page. Ils m'emmerdent tous et je passe le plus clair de mon temps à les détester. Vous avez vu ces enseignants au pullover flasque, ces filles à la fois naïves et bêtes ? Cette faune est persuadée de jouer un rôle dans l'avenir de la nation. Quand je traverse la salle des professeurs, leur misère me suffoque. Je n'arrive plus à compatir. Je connais leur mesquinerie. Je n'oublierai jamais les vexations que j'ai pu subir de la part de vieilles maquerelles qui ne supportaient pas mon ironie vis-à-vis des programmes. Leur sérieux, voyez-vous, maquille leur méchanceté. C'est leur seul plaisir, rabattre le caquet de tous ceux qui ne jouent pas le jeu dont elles-mêmes ont fixé les règles. Je ne saurais plus le dater, mais il est venu un jour où j'ai vraiment assumé la colère qui grondait en moi, sans parler du ressentiment contre la bêtise, et ça m'a libéré. Je devrais avoir honte à le dire, mais le fait de surenchérir dans la détestation me met de bonne humeur. Mon intelligence respire, mes pulsions trouvent à s'exprimer, et je ris intérieurement, si vous saviez comme je ris. La vie n'a aucun sens et les hommes sont ennuyeux. Réjouissons-nous. Nous n'avons rien à attendre et toute forme d'exigence devient ridicule. Vous me direz que je me contredis, puisque je suis déçu par ma propre famille. Mais le seul bien me paraît être la lucidité et le courage d'en tirer des conséquences. Donc voilà 2-3 paragraphes qui donnent un peu le ton de certains des portraits du livre. Alors moi, je vais lire un extrait d'un autre portrait qui s'appelle « Le baiser ». Franck est un petit gabarit très vif,
Il vous regarde droit dans les yeux, sourit beaucoup, trépigne quand la conversation languit. Dans cette immense gare de l'Est, sur les quais cernés d'affiches et de rails noirs, il a l'air dans son élément. Il donne l'impression de vouloir courir à tous les étages pour y semer quelque chose, comme son indéfectible appétit de vivre. Son allure juvénile est trompeuse, cependant. Il a des secrets qu'il réserve à ceux qui sont capables de les entendre. D'ailleurs, ses amis sont en fait ses camarades de baise, 2 ou 3 types qui, comme lui, font de l'amour physique une passion. Ce qui a tout déclenché, c'est lorsqu'à 20 ans, j'ai appris que certaines femmes me prenaient pour un arabe. Ça leur plaisait. Je ne suis pas vraiment de type méditerranéen, pourtant. J'ai bien les cheveux épais et, comme on dit, le teint olivâtre. Mais je n'ai pas une goutte de sang arabe. C'est peut-être la forme de mes yeux, de mes lèvres ou quelque chose de sec. Quoi qu'il en soit, je ne dément plus. J'en ris beaucoup. C'est d'ailleurs une bonne stratégie, ça, de rire toujours. Ça montre qu'on n'est pas là pour faire du mal. Les filles adorent. Il ne faut pas céder sur ce point-là. Si vous quittez ce masque, vous prenez le risque de faire peur. Depuis 15 ans que je couche chaque semaine avec plusieurs femmes, je ne me suis jamais lassée. J'atteins des plaisirs très précisément du nombre et des comparaisons qu'il permet. J'ai la satisfaction d'avoir connu des beautés somptueuses comme d'autres plus banales, mais capables de fulgurance animale. Le nombre appelle le nombre et la lassitude n'a jamais pointé le bout de son nez. Au contraire, il fait apparaître cet horizon, ce fantasme, connaître toutes les femmes, approcher le sentiment d'une certaine exhaustivité. Et puis la vraie beauté reste rare. Il faut coucher avec des dizaines, des centaines de femmes pour trouver des cas uniques. La quête ne s'achève jamais. J'ai 37 ans maintenant. Je me suis calmée parce que je dois faire ma vie, c'est-à-dire la gagner. Mais je n'ai jamais travaillé que pour empocher le minimum d'argent pour vivre décemment. Je suis coursier, hôte d'accueil, chauffeur, des boulots qui pourraient être ennuyeux, mais je les alterne et je n'y trouve donc rien à redire. De toute façon, ma vie est ailleurs, dans le sexe et la drague que je continue à pratiquer soir et week-end. Mon âge d'or, je l'ai connu aux alentours de 25 ans. J'ai fait mes armes à l'époque et j'ai accumulé suffisamment de souvenirs pour vivre heureux 50 ans durant. J'avais une existence passionnée. J'en récolte doublement les fruits. Je me sens plein, satisfait. Je vois mes années passer comme une grosse pêche bien rouge et bien mûre, mais je maîtrise aussi des techniques qui me permettent d'accéder à ces plaisirs qui me comblent. En fin de compte, c'est aujourd'hui que je suis vraiment heureux. J'agis moins, mais c'est en pleine conscience. Je me vois baiser et c'est un spectacle parfait, gonflé par toute cette expérience qui m'assure de sa beauté. On s'ennuie pas avec vos personnages. Oui, c'est vrai Alors certains, en lisant le livre, m'ont dit « Oui, mais tes personnages sont pas vraiment heureux au sens commun du terme, ils sont pas vraiment apaisés. » Effectivement, non, ils entretiennent une sorte de passion presque névrotique, mais c'est ça qui les pousse dans la vie. On pourrait peut-être parler d'exaltation, en fait. Voilà, c'est des personnages parfois un peu exaltés. Alors ça peut être très joyeux dans le sens commun du terme. Genre, il y a un personnage de paysagiste, elle est très heureuse dans son jardin. Bon. Et puis il y a ce personnage de baiser ou de cynique ou d'autres encore qui, eux, peuvent surprendre effectivement le lecteur. Parce que je sais pas s'ils sont exaltés, s'ils sont névrotiques, parce que la névrose est plus ou moins partout, mais ce sont des personnages qui ont une vie intense, que ce soit intellectuelle ou que ce soit physique. Ce ne sont pas des gens qui sont dans la demi-mesure et qui cherchent simplement à être bien, à mon avis. Voilà. En fait, oui, ils vont plus au bout d'une certaine logique que dans la demi-mesure. Oui. Souvent, on dit que le bonheur, c'est la demi-mesure. D'ailleurs, les bouddhistes disent ça parfois. C'est ni la misère ni le luxe, c'est l'entre-deux. Mais là, eux, non, ils font l'inverse. Ils vont au bout d'une petite chose qu'ils ont en eux. Alors, pour présenter le livre, on va dire qu'il y a environ une trentaine de voix. Enfin, vous intercalez des écrivains dans chaque partie. Oui. Donc, il y a une grande diversité de voix. Donc, est-ce que vous pouvez, parce que tous ces textes sont établis à partir d'entretiens, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment vous avez conçu, comment est né ce livre dans votre esprit? Pourquoi traiter du bonheur? Et comment avez-vous fait pour rencontrer tous ces gens? Alors, pourquoi j'ai écrit ce livre? En fait, j'ai écrit quand même plusieurs romans et plusieurs essais qui tous traitaient de thèmes...
je suis tenté de dire trash, mais en tout cas des thèmes assez radicaux. Bon, il y avait des histoires de violence conjugale, des histoires de folie. J'ai écrit un essai sur les petits blancs, donc une forme de pauvreté blanche aujourd'hui, un sujet un peu tabou, un peu difficile. Bon. Et c'était peut-être aussi par volonté de changer, et puis parce que beaucoup de gens me disaient, mais pourquoi tu traites toujours de sujets sordides ou très noirs? Bon. Donc c'est aussi pour m'amuser que j'ai voulu décrire des gens très heureux. Mais du coup, j'ai aussi un certain plaisir toujours à décrire des parcours un peu décalés. Donc c'est vrai que je me suis dit, tiens, je vais décrire des gens heureux, mais qui sont aussi très originaux. C'était un peu l'esprit du livre. Alors, il y a une trentaine de personnages, et c'est organisé en fonction il y a une partie essai quand même. C'est-à-dire, je théorise un peu sur ce que peut représenter le bonheur. Je me fais ce qu'on appelle du bonheur une conception négative. C'est-à-dire que le bonheur, pour moi, c'est surtout l'absence de malheur. Et donc, mon livre explique quelles sont les stratégies qu'on peut adopter pour oublier son malheur. Oui, c'est un peu ce que vous dites en avant-propos. D'ailleurs, voilà. Vous donnez un cadre métaphysique à vos enquêtes en disant que l'homme, en fait, il subit des limites. Oui, l'homme est limité par définition. Limité par la mort, par sa propre bêtise. Oui. Et donc, vous percevez un peu toutes ces stratégies de bonheur comme une sorte d'amnésie, une recherche de fuite. Oui. C'est comme ça que vous le présentez. Fuite, ou en tout cas, oublier le fait que nous, petits individus, on est très limités par rapport à l'univers. Donc, alors il y a 6 grands chapitres. C'est des stratégies. On va y venir peut-être, si vous voulez bien, plus doucement, parce que déjà, moi, je suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites dans votre propos. Bon, je vous le dis, parce que je ne les vois pas comme des gens qui fuient. Bien sûr, il y a des gens plus ou moins névrosés ou qui aménagent, disons, leur névrose, mais cette façon de vouloir ressentir intensément le présent ne me paraît pas relever que de la fuite. Oui, c'est vrai. Alors, je ne parle pas de fuite, d'ailleurs. Non, c'est d'oubli, d'amnésie. D'oubli ou d'exaltation. Et alors, la deuxième question, c'était sur comment j'ai fait pour écrire ce livre. Oui. Alors, quelque chose que j'ai toujours trouvé très difficile à propos du bonheur, c'est de faire parler les gens sur leur bonheur. Moi, je trouve que très vite, les gens sont un peu hypocrites. Soit ils en rajoutent, ils se disent très heureux, mais on sent qu'au fond, ils ne le sont pas vraiment. Soit on les sent plus heureux, mais ils n'osent pas trop en parler. Donc c'est dur d'avoir un discours sincère sur le bonheur. Donc moi, c'est pas vraiment... mais d'ailleurs, il y a peu de livres sur le bonheur qui ne soient pas des livres de recettes, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de livres de recettes. Effectivement, on pourra en parler aussi. Mais souvent, c'est des livres de recettes, mais c'est pas des descriptions de gens vraiment heureux. Oui. Non, c'est vrai. C'est très... et en tout cas, du coup, ma technique, ça n'a pas été vraiment de les faire parler, ça a été de repérer des gens que je sentais heureux, que j'imaginais heureux, et puis de parler un peu avec eux, ou de les connaître. Parfois, c'est des amis que j'ai pu connaître il y a quelques années. Et puis, c'est d'imaginer leur vie ou d'imaginer en partie ce qu'ils auraient pu dire à propos de leur propre bonheur. Donc, c'est pour ça que c'est aussi un livre très littéraire. C'est une part de portraits et de rencontres, mais il y a aussi une part de reconstitution de discours sur le bonheur. Alors, pour bien expliquer à l'auditeur, il y a une partie en style direct. Donc là, c'est la personne avec laquelle vous vous êtes entretenu qui parle. Donc là, c'est là où je trouve qu'il y a beaucoup d'expressions savoureuses et tout ça, même si vous avez un peu lissé. Et puis après, il y a des passages... où vous-même, vous parlez de la personne que vous venez d'entendre, de ce que vous en pensez. Parfois même, vous dites ce que ça provoque chez vous comme ressenti. Vous vous impliquez. Et ce qui est intéressant, c'est que oui, il y a vraiment une grande palette, parce que c'est pas un manifeste non plus, ce livre. À savoir que ça ne serait pas que des asociaux qui se seraient mis en rupture de ban et puis qui vivraient d'une manière... Non, on trouve aussi bien... un père de famille qui est très heureux d'être père de famille, qu'un riche, qu'un activiste syndicaliste, un sensuel qui a plus ou moins arrêté de travailler, un voyageur qui travaille 6 mois par an, une femme qui dit que toute sa vie en fait est enrichie par sa forte poitrine qui est fortement désirée. Donc on trouve des gens vraiment très différents. Et vous avez mis en exergue de votre livre une citation de Georges Bataille. Ça donne quand même une dimension un peu... Alors, qui est tirée de l'expérience intérieure et qui est, je ne sais pas si vous voulez la lire. Oui. Elle est intéressante puisqu'elle dit quelque chose qui présente bien la construction du livre. Oui, voilà. Mais d'ailleurs, moi, cette phrase-là, je l'ai toujours retenue. Ça m'avait frappé quand je l'avais lue. Quand j'avais découvert cette phrase, je me suis dit, il a tout compris à la vie. Alors, la phrase, c'est la suivante. C'est en tout début de son livre, un livre d'ailleurs assez ardu qui s'appelle L'expérience intérieure et qui est la suivante. Par quelle voie apaiser en soi le désir d'être tout ? Point d'interrogation. Sacrifice, conformisme, tricherie, poésie, morale, snobisme, héroïsme, religion, révolte, vanité, argent, ou plusieurs voix ensemble, ou tout ensemble. Donc cette phrase de Georges Bataille montre que chez l'individu, il y a un moment la prise de conscience qu'on ne peut pas être tout. Et du coup, comment surmonter cette blessure ? On ne pourra pas tout avoir dans la vie. Donc comment oublier cette blessure fondatrice ?
Et mon livre, c'est finalement une réponse à cette question. Mais Un peu comme lui, il fait une liste de stratégies possibles, et moi aussi. D'ailleurs, je reprends certains de ces termes. Certains oublient le fait qu'ils sont limités par le fait qu'ils ont beaucoup d'argent, du coup, ils croient tout posséder. D'autres, par l'héroïsme, ils s'identifient à une cause, du coup, ils oublient qu'ils sont limités, pareil. Et c'est vrai, vous avez raison de souligner le fait que dans mon livre, il y a des gens qui refusent le système économique, d'autres qui l'assument. Il y a le l'oisif qui refuse de travailler, l'autre le riche qui au contraire dit ben non, moi je travaille au maximum pour avoir de l'argent parce que pour moi c'est le signe que je peux tout posséder. En même temps, vous le présentez comme donc des gens qui des personnes qui à un moment donné se disent qu'elles ne pourront pas être tout et qui font un choix. Mais moi je l'ai pas perçu je le perçois pas vraiment non plus comme ça. Je pense aussi que ce sont des gens, donc c'est pour ça aussi je trouve qu'il y a pas mal de bonheur physique dans ce livre. Ouais. Il y a une sorte d'allégresse de vivre qui émane des pages, et parce que j'ai l'impression que les gens s'accordent tout simplement à leurs sentiments, oui, à leur désir profond. À leur désir profond. Et donc ça ne me paraît pas quelque chose de négatif ou relevant d'un calcul pour pallier une frustration. Oui. C'est vrai. Oui, il n'y a pas un calcul et après l'attitude. En fait, ils constatent en eux une sorte de stratégie existentielle. À un moment donné, quelque chose les remplit de... Par exemple, le premier de vos textes, c'est la paysagiste, donc une dame assez âgée, j'ai l'impression, qui est dans son parc et qui découvre toute la diversité et la beauté du monde à travers ses fleurs, ses bois. Oui, voilà. Alors d'ailleurs, c'est une personne qui a vécu un deuil. Et elle dit, elle a vraiment... Alors, avant l'émission, on parlait de résilience. Bon, c'est un terme à la mode, mais chez elle, il y a un peu de ça. Elle a complètement oublié le deuil par le fait d'entretenir ce beau parc. C'est un très beau parc en Bretagne qui donne sur la mer. Sa vie est transfigurée par le fait que tous les jours, elle voit des arbres, des fleurs. Et puis elle aime le travail, elle travaille pour... Oui, on sent que ça la rend profondément heureuse. Oui, voilà. Elle se sent en fait complètement traversée et démultipliée par ce jardin. D'ailleurs, elle dit qu'elle a l'impression que les arbres sont ses mains, que l'air, c'est son souffle. Son souffle, que ça lui caresse la peau. Oui, voilà. Oui. En fait, c'est comme si son corps se confondait avec le jardin. Donc elle sort d'elle-même pour se confondre avec la nature entière. Ouais. Alors c'est vrai qu'il y a un côté mystique. C'est vous qui le dites, qu'il y a vraiment une réalité physique omniprésente dans le livre, très présente. Ouais. Alors c'est vrai que c'est aussi le travail du livre, c'est qu'est-ce que les gens sont toujours capables de mettre des mots sur la profondeur de ce qu'ils ressentent. Parfois il y a des gens très heureux mais qui sont maladroits à exprimer leur bonheur. Oui. Alors c'est pour ça que j'ai varié. Parfois je les fais parler et parfois aussi j'analyse moi-même ce qu'ils ressentent. Donc cette femme-là que j'ai aperçue plusieurs fois, elle m'a pas parlé pendant des heures de son bonheur. C'est moi qui ai aussi essayé de comprendre en quoi elle était subjuguée par ces fleurs et ces arbres. C'est réussi parce que... Alors toutes ces voix, en fait, vous les avez regroupées en plusieurs chapitres. Oui. J'avance un peu pour qu'on comprenne, parce que c'est quand même assez bien structuré ce livre, tout en étant plein de spontanéité. Donc ces voix sont divisées en plusieurs chapitres qui correspondent un peu à ce que vous désignez comme des sortes de mouvements d'existence. Vous parlez de ça en parlant d'Aragon. Oui. Vous vous souvenez ? Et donc, on a par exemple, la première partie, c'est le bonheur par expansion, et suit le bonheur par dispersion. Est-ce qu'on peut expliquer un peu ? J'ai pris 2-3 notes, mais... Alors, le bonheur par expansion, donc ce serait une façon de repousser l'enveloppe de son moi. Oui. On trouve la paysagiste, en fait, dans cette catégorie. Voilà. En fait, la thèse du livre, c'est que notre petite personne est limitée. Donc, pour dépasser cette limite, il y a plusieurs stratégies. La première stratégie, c'est le bonheur par expansion. C'est-à-dire cette petite personne, on va chercher à l'étendre. Donc, la paysagiste, c'est ça, finalement, petit à petit. Elle se confond avec son parc entier. Le père de famille, lui, son bonheur, c'est d'étendre sa famille. Il dit, mais oui, j'ai une sorte de pulsion d'expansion. Je suis heureux quand je vois mes enfants. D'ailleurs, il a de nombreux enfants. Il a organisé toute sa vie autour de son mariage, puis des enfants. Il dit quelque chose de très intéressant. Je trouve un moment qu'on entend peu dans la bouche d'un père de famille. Il dit qu'en fait, le fait d'être père, c'est comme quelque chose de très profond qui mobilise les forces les plus secrètes de son être. Oui. C'est étonnant, ça, de retrouver une forme de quelque chose de sauvage comme ça. Quand on y réfléchit bien, fonder une famille, c'est créer de la matière, créer des êtres. Donc c'est étendre sa personne. Il y a un côté à la fois généreux et narcissique. Enfin, on se dépasse, mais en créant des gens qui nous ressemblent aussi un peu. Il y a l'érudit aussi. Alors l'érudit, ça effectivement, c'est aussi quelqu'un que je connais, quelqu'un qui se perd quasiment dans la connaissance, qui a un appartement complètement bouffé, entre guillemets, par les livres. Mais c'est vrai, c'est véridique. Je crois que vous y allez, vous vous demandez même comment vous allez passer, c'est ça ? On est obligé de baisser la tête, parce qu'il y a des rayonnages même au plafond. Donc son appartement devient une sorte de labyrinthe de livres. Alors ça peut être très angoissant quand on découvre ça, mais on comprend que ce personnage-là
jouit de constamment étendre ses propres connaissances. Voilà, vous dites la connaissance, c'est comme un arbre en fait. Un vrai arbre. Là, avec des ramifications permanentes. Voilà, à l'infini. D'ailleurs, lui, il aime les livres, mais il n'est pas opposé non plus à Wikipédia et compagnie. Il adore ça, ce que vous racontez, les hyperliens. Voilà, il adore ça, le fait qu'on clique, on découvre un mot qui nous renvoie vers un autre mot, puis un autre mot encore, c'est infini. Et ça, c'est comme si il s'oubliait lui-même dans l'expansion permanente de la connaissance. Et puis il y a aussi l'homme politique là dans cette catégorie, bonheur par expansion. Ah oui, celui-là, il est... Bon, c'est un personnage un peu... Lui aussi a l'impression de s'oublier, c'est-à-dire il a l'impression d'être un peu au-dessus des gens et de gérer un peu les gens comme si... comme un bateau sur la mer, finalement. Oui, il dit qu'il a arrêté de penser, qu'il a compris le jour où il a arrêté de penser par lui-même. Oui. Il a compris que la politique, c'était ne pas penser par soi-même. Oui. Donc alors ça, j'y crois pas mal. Je pense que on critique souvent la langue de bois chez les hommes politiques, mais je pense que c'est ça, on le voit un peu avec Hollande, sans être méchant. Est-ce que vraiment les hommes politiques ont une pensée, un fond? Je suis pas sûr. Ben lui, en fait, il dit que ne pas penser, c'est se mettre en retrait, observer, voilà. et puis finalement donner aux autres ce qu'ils attendent plus ou voilà, moins. exactement. Donc en fait, il renonce à sa propre personnalité voilà. pour mieux naviguer. Bon. On sent qu'il en retire un sentiment de puissance assez... Voilà, mais c'est une puissance paradoxale parce que finalement... C'est en s'interdisant de penser qu'il acquiert de la puissance. Bon, il s'oublie et du coup il devient plus puissant. Ouais. Ah, il dit un truc à un moment donné que j'ai beaucoup aimé. Ça n'a rien à voir, mais il dit qu'il est assez séducteur, donc il pourrait séduire beaucoup de femmes. Et il dit à un moment donné que les gens, qu'il a ce côté charmeur et qu'en même temps il a une sorte de noirceur qui passe pour de la virilité. On voit qu'il comprend en fait ce qui accroche les gens dans sa personnalité. Oui. D'ailleurs, il dit qu'il profite pas trop de sa capacité à charmer. Le simple fait qu'il pourrait avoir beaucoup de femmes fait que ça lui suffit. Ça lui suffit, voilà. Et puis en fait, il veut pas créer de jalousie. Oui, voilà, comme il est un peu calculateur. Mais en tout cas, il jouit de sa puissance ou de tout ce que pourrait lui procurer son pouvoir, ça c'est clair. Et alors, dans cette catégorie de l'expansion, vous mettez Montaigne. Oui. Alors, pour moi, Montaigne, c'est vraiment un modèle. J'ai l'impression qu'il est plus vraiment lu parce que c'est quand même une langue qui est un peu vieillie. Et puis, c'est des longs chapitres qui peuvent ennuyer certains. Bon, il n'y a pas de structure, c'est pas très structuré. Mais c'est un modèle tout d'abord parce qu'il a vraiment fait la synthèse de toutes les philosophies de l'Antiquité. Et il l'a retraduit dans une langue très vivante, très française. Et puis, c'est une sorte de joie foncière et pas naïve. Montaigne, c'est la vraie vie à bras-le-corps. Et sans naïveté, c'est-à-dire il accepte toute la vie. Et il dit la vie c'est le mouvement, mais je l'assume. Tout passe, mais c'est pas grave. Et vivons pleinement, et c'est ça la vie. Oui, vous dites il faut accepter. Si on veut des plaisirs, il faut en prendre conscience et le vouloir en fait, les désirer. Oui. Et pareil pour la douleur, en fait, on peut l'admettre pour mieux l'affronter ou alors pour la mettre de côté. Oui. Il n'y a pas de sentiment doloriste, en fait, encore chez Montaigne. Voilà, il dit, il n'est pas comme certains stoïciens qui disent qu'il faut accepter forcément la douleur. Lui, il dit non, il y a aussi des stratégies pour l'éviter. Bon, c'est un vrai, c'est pour ça qu'il plaît autant, Montaigne, c'est que c'est une vraie joie, mais profonde aussi, philosophe. Je pense que c'est vraiment un des plus grands écrivains français. Il y a tout dans son œuvre. Et par expansion, parce qu'il parle de tout, il s'intéresse à tout. Déjà, son œuvre est immense, c'est quand même de plusieurs milliers de pages. Et puis, l'éloge du mouvement, c'est comme on a l'impression qu'il a tout lu, qu'il a tout vécu. Enfin, c'est une joyeuse expansion. Et puis, il a une qualité, c'est qu'il n'est pas non plus trop prétentieux ou mégalomane. C'est à la fois vaste et aussi humain et humble. On pourra évoquer tout à l'heure, mais il y en a d'autres qui sont vastes, entre guillemets, genre Aragon, et qui, eux, ont un rapport moins modeste, on va dire, peut-être à la vie. En tout cas, je trouvais que Montaigne, dans la catégorie du bonheur par expansion, Montaigne correspondait bien. D'accord. Alors, après, on a le bonheur par dispersion. Donc, vous dites, l'heureux par expansion se répand, l'heureux par dispersion picore. Le premier cherche à tout obtenir, le second sème des parts de lui-même. Alors, dans cette catégorie, il y a le baiser, dont j'ai lu des extraits au début. Et puis, il y a aussi le dilettante. Oui. Bon, c'est le dilettante, c'est des gens qui peuvent agacer, mais qui sont sympathiques. Ils s'enchantent de tout, mais ils passent à autre chose. Il fait plein de petites choses. Voilà. Mais ça, alors c'est amusant parce que ces trentaines de personnages, une personne m'avait demandé, mais qui êtes-vous, vous, dans ces 30 ? En fait, il y a un peu de moi dans peut-être dans vous certains, parlez de dans vous chacun. Dans pas mal. Donc le dilettante, parfois je me suis senti moi-même un peu dilettante, avoir essayé pas mal de petits trucs, et puis par manque de talent ou par manque de temps, on ne va pas à fond dans une activité, mais le simple fait de l'avoir essayé, ça procure une sorte de bonheur parce que on y aura un peu goûté.
Et puis plutôt que de passer toute sa vie à faire par exemple de la trompette, on va faire un peu de trompette, un peu de piano, un peu de pipeau, et comme ça on aura une idée peut-être un peu superficielle, mais plus vaste de la musique en général. Oui, c'est ce qu'il dit. Et puis il y a aussi, pour lui, il y a aussi un plaisir de pouvoir en parler après dans les conversations. Voilà, oui, alors ça c'est très vrai. Alors d'ailleurs c'est des discours qu'on peut avoir souvent. Est-ce que dans la vie le vrai plaisir c'est la chose elle-même ou le fait d'en parler après coup? Oui, et le dilettante effectivement dit que son plus grand bonheur c'est pas forcément de pratiquer le pipeau, mais c'est de pouvoir en parler avec les gens après. Le fait de faire une petite activité, même ne serait-ce que quelques heures, après on peut en parler. Et c'est ça qui le rend heureux. Et à la fin du portrait, il dit que oui, parfois il passe pour superficiel, mais lui, il se sent pas superficiel. Au contraire, il a l'impression de connaître un peu toute la vie, plus que d'autres qui seraient spécialistes que d'un seul domaine. Oui, il dit qu'il a des intuitions dans toutes les directions. Voilà. Donc c'est pareil, c'est quelqu'un qui a un cerveau qui fonctionne très vite et qui a besoin... Voilà. Alors c'est une forme, finalement c'est pas loin de l'expansion, mais l'expansion c'est plus comme une bulle qui s'étend, alors que la dispersion c'est comme une petite pluie qui s'abat, qui picore. Enfin, Je pense que ce que j'ai entendu moi, c'est que c'est des personnes qui sont qui ont beaucoup besoin de la diversité en fait. Ceux-là. Oui. Plein de petites choses. Voilà. Plein de petites choses, parce que après on a le voyageur, oui. Donc c'est un peu quelqu'un qui tient pas en place. Oui. Enfin, alors lui, il a organisé sa vie de façon. Il travaille 6 mois par an. Oui. Et après, il s'en va, il part en voyage. Oui. Et il a femme et enfant, je crois, mais tout le monde s'est bien accordé à cette situation. Et donc, il dit que, enfin, ce qu'on comprend, c'est qu'il a besoin du voyage pour se vivre lui-même. Car le voyage, ce qui importe, ce n'est pas la destination, l'exotisme de la destination, mais c'est l'intervalle qu'il crée entre lui, le nouvel endroit où il se trouve, et moi, et sa personne. Oui. Je ne parle pas bien. Le voyage ne se joue non pas chez l'autre, mais dans l'intervalle entre lui et moi. Ah, oui, oui. Ce qui prévaut, c'est ce qui m'arrache à moi-même. Oui, alors, c'est très profond, ça. En fait, c'était aussi pour... comment dire, contredire une vision aussi un peu naïve du voyage. Souvent, les gens qui voyagent disent « Ah bah, je suis à la rencontre de l'autre. » Oui. Et lui, il trouve ça un peu naïf. Il dit « Non, moi, quand je voyage, retard. je m'en moque un peu de l'autre. Moi, c'est Oui. un prétexte pour me retrouver moi. » Il dit « Je quitte tout. » Et il dit « Je deviens quasiment fou et je pars dans un pays le plus lointain possible. Et je deviens quelqu'un d'autre. Et oui, je parle un peu avec les gens sur place, mais au fond, je me moque un peu d'eux. C'est surtout bien moi, être je veux... déboussolé, lui, Voilà, en fait. il veut être déboussolé, mais il veut se perdre lui-même. Mais aller à la rencontre des autres cultures, ça le fait bien marrer pour lui. Puis il trouve ça naïf. Est-ce qu'on vraiment découvre les autres cultures? Il faudrait vraiment y vivre des années. Bon. Donc il a une vision assez singulière du voyage, c'est vrai. Et puis c'est vrai que c'est quelqu'un que je connais. Lui, il a fini par quitter sa femme et son enfant parce que c'était plus possible de conjuguer ça avec une vie de famille. Mais voilà, il travaille 6 mois. Et puis il avait un cabinet de médecine en fait à 2. Donc il se partageait. Et puis les 6 autres mois. Et puis il panache. C'est en 6 mois, il se fait... un mois en Amérique du Sud, un mois ou 2 mois en Afrique, un mois en Asie. Enfin, il se fait des sortes de cocktails de voyage. Et après, on a donc un personnage qui est sympathique aussi, qui c'est l'idiot du village. Oui. Donc lui, c'est quelqu'un, on dirait un asocial aujourd'hui. C'est quelqu'un qui ne travaille pas. Oui. Alors je l'appelais l'idiot du village, c'est une expression un peu ironique, c'est une expression classique, mais c'est vraiment quelqu'un que j'ai croisé qui est un peu limité intellectuellement, c'est-à-dire qu'il ne pourrait pas avoir les moyens de travailler ou de s'insérer dans une structure sociale. Mais il est pas malheureux pour autant, c'est-à-dire il survit un peu avec quelques allocations, il a une petite chambre que sa famille lui prête, et puis il passe sa vie à se balader dans la ville. Il a pas mal d'amis parce que les gens finalement le tolèrent. Il est un peu lourd entre guillemets, mais les gens comprennent qu'il a un problème psychiatrique, donc il puis le au laisse fond, vivre. il l'aime bien parce qu'il met un peu de naïveté, un peu d'innocence. Quoi. Oui, voilà, il amuse les gens. Bon. Et il dit un truc assez marrant à un moment, enfin moi je trouve ça marrant. Il dit « J'ai la bougeotte, il faut que je voie des gens, que je parle et qu'il se passe des trucs. Sinon, il n'y a plus rien dans ma vie. J'en connais qui passent leur journée devant des écrans, des petites vieilles avec leurs chats, des familles qui restent dans leur jardin. Ça me stresse rien que d'y penser. Ils sont fous, quoi. Ils parlent et ils restent assis. Mais qu'est-ce qu'ils ont d'important à se dire ? Moi, il faut que ça tourne. On est des milliards sur cette planète, non ? Oui, voilà. Bon. C'est vrai qu'il a la bougeotte. Et puis, d'ailleurs, on le voit, c'est un personnage qui habite au Havre. Ma famille vient du Havre. Et quand j'y vais, je le crois souvent en ville. C'est comme s'il hantait la ville. Il est toujours là à se balader, à serrer la main de tout le monde. Bon. Alors, certains me diraient, oui, mais se dire qu'il est angoissé à l'idée de rester tout seul. Mais non, finalement, il surmonte cette angoisse justement en bougeant au maximum. C'est certains moralisateurs, là. Non, mais je vois déjà ce qu'on pourrait lui reprocher.
Moi, je trouve qu'il arrive vu dans sa situation, qui doit quand même pas être simple à vivre, Oui, il se débrouille très oui. bien. Oui, très bien. Parce qu'il garde beaucoup de santé, de vitalité, puis il regarde ce qu'il y a autour Oui, de lui, oui. il est observateur, donc je trouve que bon... Quelqu'un qui peut pas travailler, mais qui en même temps ne souffre pas trop de sa maladie, à mon avis, ça peut être un moyen d'être très heureux. Pourquoi Parce que pas, le travail, bon, c'est pas toujours très marrant. Je suis bien d'accord. Voilà, on est quand même nombreux à rêver de pas travailler. Bon. Mais finalement, si la société vous donne l'occasion de pas travailler, est-ce que c'est pas un excellent moyen d'être heureux? Il y a aussi des débats sur le fait, est-ce que l'intelligence rend heureux ou pas? Après, ça dépend ce qu'on entend par intelligence. Oui. Parce que, ouais. Oui, Est-ce que c'est bien que d'avoir notre du fond. savoir? Est-ce que il y a une forme d'intelligence là dans cette capacité d'adaptation et de Oui, c'est relativisation? vrai. Il n'a sans doute pas un QI énorme, mais il a une intelligence de la vie qui fait qu'il s'en sort Puis bien. vous savez, des gens qui ont un QI énorme, il y en a beaucoup. Et Non, voilà. Ouais. s'ils avaient pu se planter un peu, on serait peut-être pas. Hein. Oui. Bon, alors après, pour avancer un peu, on va peut-être aller plus vite. Il y a le bonheur par opposition. Oui. Donc ceux qui refusent le monde tel qu'il est et qui se forgent, dites-vous, une conscience à la mesure de leur refus. Oui. Alors parmi eux, on trouve par exemple la punkette. Oui. Celle qui dit nous les punks avons le sens inné de la pulsion. Moi je l'aime bien celle-là. Nous savons trier, séparer, insulter, incendier ce qui nous limite. J'ai du courage moi. J'ai le corps qui frémit tout entier quand je vous parle. Et je ne fais jamais les choses à moitié. La colère est la manière que j'ai trouvée de rester forte, avide et saine. Oui. On en connaît pas mal, les gens comme ça, un peu énervés, qui écoutent des musiques un peu... Elle est déterminée. Hein. Oui, c'est des petits rebelles, quoi. Bon, Ouais. Alors encore une fois, on pourrait dire, mais ils sont pas heureux puisqu'ils sont toujours en train de gueuler, de hurler, de faire des pogos. Bon. Non, pour moi, c'est aussi une forme de bonheur de dire qu'on refuse un système, on s'y oppose, mais du coup, on va à fond dans cette opposition et on crie dans un concert, mais justement, c'est un cri de Puis il y libération. a toute la vie de groupe, toute la vie sociale Oui, de en ces plus, gens-là, en fait. et parce que l'effet c'est de groupe, de communauté. Oui, c'est des gens qui tiennent beaucoup. Elle dit beaucoup de choses assez belles sur les autres punks, en fait. Elle a de l'admiration pour eux. Oui, il y a un idéal. En tout cas, Un c'est des idéal, gens qui... voilà, oui. Mhm. Alors, d'ailleurs, parfois, est-ce que c'est pas ce qui manque un peu aujourd'hui, des sortes d'idéaux un peu alternatifs? Parfois, je suis jaloux des générations précédentes, années 70, même encore dans les années 80, des sortes de rêves d'autres sociétés ou de modes de vie un peu ou artistiques. Aujourd'hui, je vois moins ça. Je pense que c'est l'effet du chômage. Ça fait 30 ans qu'il y a beaucoup de chômage, du coup, la jeunesse semble plus craintive à l'idée de sortir un peu du système. Je sais pas, je sens moins de mouvements culturels comme le punk. Tout à l'heure, si on écoute un peu de musique, le glam rock ou d'autres. D'accord, oui. Enfin bon. En tout cas, la punkette, oui, une jeune femme un peu énervée mais sympathique. Alors, si on vient au bonheur par sublimation, Oui. donc le bonheur par sublimation, ce serait donc quelque chose, un objet, en fait, enfin quelque chose d'extérieur. Vous dites une dissipation vers une idée qui structure le monde. Oui. Alors, sublimation dans le sens... le fait moi, c'est un terme un peu freudien, genre une pulsion très physique qu'on sublime vers un idéal artistique plus abstrait. En fait, c'est ça. D'accord. On rend abstrait notre désir. Bon. Donc la croyante, par exemple, elle vit dans l'amour de Jésus-Christ. Toute sa vie est exaucée par cet amour. Le flic, bon... Oui, il est celui qui a une virilité existentielle, dites-vous, Oui, je crois. bon, j'en ai Dire rencontré que- aussi des flics qui adorent leur métier, mais on peut les détester, mais lui, il jouit de taper sur les manifestants et il se sent incarner l'ordre. Il dit, voilà, moi, Voilà, il se sent... je suis un justicier, il a je une- tape sur ceux qui foutent la merde. Mais parce c'est qu'il moi. est persuadé que s'il n'y a plus de flics, c'est Voilà. c'est la barbarie totale Voilà. tout de suite. Il a une vision L'Île de France particulière. s'écroule. Voilà. Mais en même temps, il ne cache pas, enfin, il raconte un peu toute cette vie parce qu'il travaille à la brigade anticriminalité. Oui. Donc il est quand même dans un milieu très dur. Et puis il y a tous ses rapports avec les collègues. Et puis toutes ces femmes, il raconte qu'il lui tombe un peu dans les bras Oui, parce oui, qu'il oui. est là pour les rassurer. Donc on voit bien tout le délire un peu macho, si je peux Ah me oui, permettre. macho. Enfin, il se prend pour un héros. Il le dit Il se clairement. prend Il pour un dit, héros, ouais. mon bonheur de flic, c'est de me sentir dans la peau d'un héros, avec mes jambières, là, et puis je sauve des gens parfois. ouais. Non, mais Alors, c'est clair. Et parmi eux, il y a aussi cette femme à la forte poitrine. Oui. c'est Une étonnant femme qui a une aussi. très forte poitrine. Mais ça, pareil, je pense que les gens n'osent pas forcément parler. Et mais- vous l'avez rencontrée comment? Bon, on en connaît un certain nombre. Bon. Mais en tout cas, cette personne-là dit, mais toute ma vie, j'ai rendu les hommes heureux. Enfin, en tout cas, j'ai constaté à quel point ils étaient heureux avec ma poitrine, et ça l'a rendue heureuse
de rendre les hommes heureux. Bon, Non, elle s'aperçoit en fait les regards dirigés vers sa poitrine. voilà. Mais elle s'en est sentie flattée. Elle dit certaines autres femmes auraient pu se vexer d'être constamment ramenées leur poitrine. Et elle dit, moi j'ai peut-être eu la chance de tomber sur des hommes qui m'aimaient sincèrement, tendrement. On parle même des poètes en fait qui savent bien toucher sa poitrine et qui laissent une empreinte. Voilà. Et puis elle dit, en fait elle a une vie du coup très fantasmatique. Elle a une vie simple, mais le fait qu'elle ait une forte poitrine démultiplie les occasions de fantasmes. Elle voit bien que tous les hommes la désirent. Bon. Mais elle pratique moins l'amour que certains autres personnages, mais le simple fait qu'il y ait une sorte de parfum d'érotisme dans sa vie la rend heureuse. Voilà, c'est pas banal non plus. Et enfin, il y a le bonheur par synthèse. Tout ramassé dans un objet qui paraît détenir le secret de l'existence. Oui. Alors là, on a le maniaque, celui-là, c'est... Oui, j'ai une sympathie particulière pour ce maniaque. La synthèse, à mes yeux, ça veut dire ça. C'est on prend l'immensité de la vie, on la réduit à quelques schémas pour la maîtriser. Alors, pour bien expliquer concrètement ce qu'il fait, parce que c'est quand même assez invraisemblable. Est-ce que c'est si invraisemblable ? Quand même, il prend des photos de tout ce qu'il va jeter, il classe. Oui, en fait, il a un peu peur de tout perdre. Pour lui, la vie est trop vaste. Si je peux me permettre, il est un peu son propre bureaucrate. Ah, exactement ça, mais il assume. Il met tout... Alors, on peut lire d'ailleurs les 2 premiers paragraphes où il explique sa stratégie vis-à-vis de la vie. Donc, je fais parler le maniaque. Je suis maniaque, je compte, je classe, je catégorise. Rien ne doit dépasser. Je veux mettre en coupe réglée la profusion qui nous entoure. Sinon, tout nous échappe. Nous faisons trop de choses. Elle nous traverse, nous file entre les doigts. Elle s'enfonce vers le passé, dans ce grand trou noir qui est l'oubli. La société nous propose tant d'activités. Musique, livres, films, actualités. Sans parler des commentaires. Ça n'arrête pas. Il faut bien que nous nous fixions des stratégies pour avoir le sentiment de retenir le flot. Moi, je fais des fiches que je relis sans cesse et que je complète. Je garde à proximité mon passé digéré, mis en chiffres. Par ce biais, mon angoisse s'évapore. Toutes ces années n'auront pas été vaines. Mieux, elles débouchent sur ces tableaux qui témoignent de leur richesse et nourrissent ma réflexion. Je vis densément le présent parce que le passé ressurgit à chaque nouvelle expérience. La masse du déjà vécu change alors imperceptiblement. À chaque nouveau détail, mes statistiques évoluent, gagnent de nouvelles couleurs. Mais bon, moi je le comprends très bien ce maniaque parce que il y a trop de choses. Quand on rentre dans une librairie, il y a trop de livres, il y a trop de films qui sortent, il y a trop de musique. Justement, moi je rappelle souvent, la connaissance, c'est formé de qu'on naît avec et naître avec. La connaissance, c'est naître avec soi. Oui. Et donc, ce monsieur, il confond connaissance et savoir un peu. Qu'est-ce que ça va lui apporter de conserver tout ça ? Ah oui. Il a l'angoisse d'une vie trop riche. En fait, il a l'angoisse d'une vie dont la densité lui échappe, parce qu'il dit qu'il vit plein de choses. Et il en retient quoi exactement ? Il en fait quoi ? Justement, il voudrait que tout ce qu'il vit soit... Il voudrait que tout ce qu'il vit lui appartienne en propre. Mais c'est impossible, ça. Il est incapable d'oublier, en fait. Il a une sainte horreur de l'oubli, ce monsieur. Oui. Il y a peut-être une double angoisse. Angoisse de l'oubli et angoisse de... Un peu comme on peut être angoissé par un jardin où il y a trop de fleurs, trop d'arbres, trop d'insectes. On ne peut pas tout saisir. Il ne veut pas être impuissant. Il veut mettre en chiffres la vie. Voilà. Donc il met tout en fiche. Il fait des statistiques sur lui-même. Mais bon, ça me fait penser à Pérec. À la fin, il dit que c'est vrai qu'il a une grande connaissance de sa vie, puisqu'à force de tout classer, il a une espèce de vue géographique, avec des paysages et tout ça. Et du coup, il se découvre lui-même. Il y a une forme de poésie. Il dit, tiens, par exemple, à la fin, il dit, la proportion... il fait des statistiques sur les films qu'il voit. Donc la proportion de films de SF a diminué par rapport à la proportion de films sociaux. Donc il s'observe lui-même évoluer en termes de statistiques. Il est assez étonnant. Vous voyez, il est pas... c'est quand même aussi quelqu'un qui est porté par la connaissance de lui-même. Oui, effectivement. Et pas seulement dans le fait de répondre à une névrose pour alléger l'angoisse. C'est pas seulement ça. Il va jusqu'à... En tout cas, c'est une joyeuse névrose, une névrose assumée. Oui, mais c'est quand même une névrose, qui est assez exigeante. Hein. Ah bah oui, ça rigole pas. Bon, alors il dit juste qu'il fait chaque jour, il tient des sortes de registres sur lui-même. Tiens, aujourd'hui j'ai fait ci, j'ai mangé ça. Bon, ça lui prend pas tant de temps que ça. Peut-être une demi-heure ou une heure par jour en moyenne où il se met en fiche. Oui, mais moi, ce qui m'a un peu dérouté, enfin pas dérouté, mais troublé, c'est qu'il est dans un rapport de contrôle permanent sur lui-même. Et justement, par rapport à ces personnages qui se laissent aller, qui cherchent le lâcher-prise permanent, comme le voyageur ou le baiser ou tout ça, lui, il est dans l'excès inverse. C'est vrai.
Mais est-ce que c'est pas la même pulsion que ceux qui écrivent leur journal? Il y a un portrait de Simone de Beauvoir là, dans le livre. Le fait que chaque jour, elle écrive ce qu'elle fait, c'est un peu pareil. Elle veut garder une trace de tout ce qu'elle fait. Oui, mais elle sélectionne quand même, Simone de Beauvoir. Elle ne parle pas de tout ce qu'elle a fait. Oui, mais en même temps, son journal est très vaste. Bon, elle parle un peu de tout quand même, presque tout. Pour moi, c'est assez proche. Bon. Disons que lui, il raisonne plus en termes de chiffres. D'autres, les diaristes, comme on dit, c'est plus en termes avec des mots. Lui, il a comme une utopie, en fait, d'objectiver au maximum sa vie, quoi. Oui, voilà. Il est dans une utopie, lui. Hein. Alors, ça me fait penser à un auteur que je trouve très drôle, qui passe pas pour drôle, et qui s'appelle Benjamin Constant. Il a écrit son journal, et à la fin de sa vie, il en avait marre de tout écrire en détail, et il se contentait de mettre une série de chiffres. Il réduisait sa vie à 10 catégories, genre manger, voir des gens, écrire. Et à la fin, il disait, le 28 juin, il mettait, ça a été 4, 6 et 7, par exemple. J'ai fait 6 et ça. Donc sa vie n'était plus qu'une série de chiffres. Alors ça traduisait une forme d'amertume, mais c'est drôle de voir à quel point son journal s'est réduit. Et il ne réduisait plus sa vie qu'à une dizaine de lignes de choses. Oui, effectivement, ça ressemble au maniaque. Alors, je vais vite, hein, mais dans cette catégorie, on avait aussi le poète, l'activiste qui est un syndicaliste, et puis le riche. Et la dernière catégorie, c'est le bonheur par dilution. Alors, le monde est si vaste, vous dites, autant se mêler à lui. On s'abandonne à des flux dont on ne voit pas l'origine, à des logiques qui nous dépassent. Le sentiment de gagner le monde à l'instant même où on lâche prise. Alors là, on a des personnages très, très, très poètes et très... Oui. Très sensualiste, hein, très 18e siècle, je trouve. Oui. On a la douce, le fou de nature, qui est vraiment, il y a des belles pages là. Oui. Le sensuel, l'oisif, pareil, qui est quelqu'un d'assez étonnant, quoi, dans sa radicalité, parce que c'est quelqu'un qui tout d'un coup a arrêté de travailler. Et puis à la fin, on a Colette, dont on va parler après, parce que on va laisser nos